Les Trois Mousquetaires, partie 3. Chapitre 6. Sa Majesté le roi Louis XIII. L'affaire fit grand bruit. Monsieur de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ses mousquetaires, et les félicita tout bas. Mais comme il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi, monsieur de Tréville s'empressa de se rendre au Louvre. Il était déjà trop tard. Le roi était enfermé avec le cardinal. Et l'on dit à monsieur de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment. Le soir, monsieur de Tréville vint au jeu du roi. Le roi gagnait, et comme sa majesté était fort avare, elle était d'excellente humeur. Aussi, du plus loin que le roi aperçut Tréville, « Venez ici, monsieur le capitaine, dit-il. Venez que je vous gronde. Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires, et cela avec une telle émotion que ce soir, son éminence en est malade? Ah ça! Mais ce sont des diables à quatre, des gens à pendre que vos mousquetaires. » Non, sire, répondit Tréville, qui vit du premier coup d'œil comment la chose allait tourner. Non, tout au contraire, ce sont de bonnes créatures, douces comme des agneaux, et qui n'ont qu'un désir, je m'en ferai garant, c'est que leur épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. Mais, que voulez-vous? Les gardes de monsieur le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle, et, pour l'honneur même du corps, les pauvres jeunes gens sont obligés de se défendre. « Écoutez, monsieur de Tréville, dit le roi, écoutez-le. Ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse? En vérité, mon cher capitaine, j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à mademoiselle de Chemerault, à laquelle j'ai promis une abbaye. Mais ne pensez pas que je vous croirai ainsi sur parole. On m'appelle Louis le Juste, monsieur de Tréville, et tout à l'heure, nous verrons. Ah, c'est parce que je me fie à cette justice, sire, que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté. Attendez donc, monsieur, attendez donc, dit le roi, je ne vous ferai pas longtemps attendre. En effet, la chance tournait, et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné, il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire, qu'on nous passe cette expression de joueur, dont nous ne connaissons pas l'origine, pour faire Charlemagne. Le roi se leva donc au bout d'un instant, et mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui, et dont la majeure partie venait de son gain, « La Vieux-Ville, dit-il, prenez ma place. Il faut que je parle à monsieur de Tréville pour affaire d'importance. Ah, j'avais 80 louis devant moi. Mettez la même somme, afin que ceux qui ont perdu n'aient point à se plaindre. La justice avant tout. » Puis, se retournant vers monsieur de Tréville et marchant avec lui vers l'embrasure d'une fenêtre, « Eh bien, monsieur, continua-t-il, vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été chercher querelle à vos mousquetaires? Oui, sire, comme toujours. Et comment la chose est-elle venue, voyons? Car vous le savez, mon cher capitaine, il faut qu'un juge écoute les deux parties. Ah, mon Dieu, de la façon la plus simple et la plus naturelle. 3 de mes meilleurs soldats, que votre majesté connaît de nom et dont elle a plus d'une fois apprécié le dévouement, et qui ont, je puis l'affirmer au roi, son service fort à cœur, 3 de mes meilleurs soldats, dis-je, messieurs Athos, Porthos et Aramis, avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Gascogne que je leur avais recommandé le matin même. La partie allait avoir lieu à Saint-Germain, je crois, et ils s'étaient donné rendez-vous au Carme Deschaux. Lorsqu'elle fut troublée par monsieur de Jussac et messieurs Cahuzac, Biscarat et 2 autres gardes, qui ne venaient certes pas là en si nombreuse compagnie sans mauvaise intention contre les édits. « Ah ah, vous m'y faites penser, dit le roi. Sans doute, ils venaient pour se battre eux-mêmes. »« Je ne les accuse pas, sire, mais je laisse votre majesté apprécier ce que peuvent aller faire 5 hommes armés dans un lieu aussi désert que le sont les environs du couvent des Carmes. Oui, vous avez raison, Tréville, vous avez raison. Alors,
Quand ils ont vu mes mousquetaires, ils ont changé d'idée et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps. Car votre majesté n'ignore pas que les mousquetaires, qui sont au roi et rien qu'au roi, sont les ennemis naturels des gardes qui sont à monsieur le cardinal. Oui, Tréville, oui, dit le roi mélancoliquement, et c'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi deux partis en France, deux têtes à la royauté. Mais tout cela finira, Tréville, tout cela finira. Vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires ? Je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi, mais je n'en jure pas, sire. Vous savez combien la vérité est difficile à connaître, et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le Juste. Et vous avez raison, Tréville. Mais ils n'étaient pas seuls, vos mousquetaires. Il y avait avec eux un enfant. Oui, sire, et un homme blessé, de sorte que 3 mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant, non seulement ont tenu tête à 5 des plus terribles gardes de monsieur le cardinal, mais encore en ont porté 4 à terre. Mais c'est une victoire, cela, s'écria le roi, tout rayonnant. Une victoire complète. Oui, sire, aussi complète que celle du pont de C. 4 hommes, dont un blessé et un enfant, dites-vous? Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté. Comment s'appelle-t-il? D'Artagnan, sire. C'est le fils d'un de mes plus anciens amis, le fils d'un homme qui a fait avec le roi votre père, de glorieuse mémoire, la guerre de partisans. Et vous dites qu'il s'est bien conduit, ce jeune homme? Racontez-moi cela, Tréville. Vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat. Et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche. Sire, reprit Tréville, comme je vous l'ai dit, monsieur d'Artagnan est presque un enfant, et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire, il était en habit bourgeois. Les gardes de monsieur le cardinal, reconnaissant sa grande jeunesse, et, de plus, qu'il était étranger au corps, l'invitèrent donc à se retirer avant qu'ils attaquassent. Alors, vous voyez bien, Tréville, interrompit le roi, que ce sont eux qui ont attaqué. C'est juste, sire. Ainsi, plus de doute. Ils le sommèrent donc de se retirer. Mais il répondit qu'il était mousquetaire de cœur, et tout à sa majesté, qu'ainsi donc il resterait avec messieurs les mousquetaires. Brave jeune homme, murmura le roi. En effet, il demeura avec eux, et votre majesté a là un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal. C'est lui qui a blessé Jussac, s'écria le roi. Lui, un enfant? Ceci, Tréville, c'est impossible. C'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté. Jussac, une des premières lames du royaume. Eh bien, sire, il a trouvé son maître. Je veux voir ce jeune homme, Tréville, je veux le voir, et si l'on peut faire quelque chose, eh bien, nous nous en occuperons. Quand votre majesté daignera-t-elle le recevoir? Demain à midi, Tréville. L'amènerai-je seul? Non. Amenez-les-moi tous les 4 ensemble. Je veux les remercier tous à la fois. Les hommes dévoués sont rares, Tréville, et il faut récompenser le dévouement. À midi, sire, nous serons au Louvre. Ah, par le petit escalier, Tréville, par le petit escalier. Il est inutile que le cardinal sache. Oui, sire. Vous comprenez, Tréville, un édit est toujours un édit. Il est défendu de se battre, au bout du compte. Mais cette rencontre, sire, sort tout à fait des conditions ordinaires d'un duel. C'est une rixe, et la preuve, c'est qu'ils étaient 5 gardes du cardinal contre mes 3 mousquetaires et monsieur d'Artagnan. C'est juste, dit le roi. Mais n'importe, Tréville. Venez toujours par le petit escalier. Tréville sourit, mais comme c'était déjà beaucoup pour lui d'avoir obtenu de cet enfant qu'il se révolta contre son maître,
il salua respectueusement le roi, et, avec son agrément, prit congé de lui. Dès le soir même, les 3 mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé. Comme ils connaissaient depuis longtemps le roi, ils n'en furent pas trop échauffés. Mais d'Artagnan, avec son imagination gasconne, y vit sa fortune à venir, et passa la nuit à faire des rêves d'or. Aussi, dès 8 heures du matin, était-il chez Athos. D'Artagnan trouva le mousquetaire tout habillé et prêt à sortir. Comme on n'avait rendez-vous chez le roi qu'à midi, il avait formé le projet, avec Porthos et Aramis, d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg. Athos invita d'Artagnan à les suivre, et malgré son ignorance de ce jeu, auquel il n'avait jamais joué, celui-ci accepta, ne sachant que faire de son temps, depuis 9 heures du matin, qu'il était, à peine, jusqu'à midi. Les 2 mousquetaires étaient déjà arrivés et pelotaient ensemble. Athos, qui était très fort à tous les exercices du corps, passa avec d'Artagnan du côté opposé, et leur fit défi. Mais au premier mouvement qu'il essaya, quoiqu'il jouât de la main gauche, il comprit que sa blessure était encore trop récente pour lui permettre un pareil exercice. D'Artagnan resta donc seul, et comme il déclara qu'il était trop maladroit pour soutenir une partie en règle, on continua seulement à s'envoyer des balles sans compter le jeu. Mais une de ces balles, lancée par le poignet herculéen de Porthos, passa si près du visage de d'Artagnan qu'il pensa que si, au lieu de passer à côté, elle eût donné dedans, son audience était probablement perdue, attendu qu'il lui eût été de toute impossibilité de se présenter chez le roi. Or, comme de cette audience, dans son imagination gasconne, dépendait tout son avenir, il salua poliment Porthos et Aramis, déclarant qu'il ne reprendrait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête. Et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie. Malheureusement pour d'Artagnan, parmi les spectateurs se trouvait un garde de son éminence, lequel, tout échauffé encore de la défaite de ses compagnons, arrivé la veille seulement, s'était promis de saisir la première occasion de la venger. Il crut donc que cette occasion était venue, et s'adressant à son voisin. « Il n'est pas étonnant, dit-il, que ce jeune homme ait eu peur d'une balle. C'est sans doute un apprenti mousquetaire. » D'Artagnan se retourna comme si un serpent l'eût mordu, et regarda fixement le garde qui venait de tenir cet insolent propos. « Pardieu !» reprit celui-ci en frisant insolemment sa moustache. « Regardez-moi, tant que vous voudrez, mon petit monsieur, j'ai dit ce que j'ai dit. » « Et comme ce que vous avez dit est trop clair pour que vos paroles aient besoin d'explication, répondit d'Artagnan à voix basse, je vous prierai de me suivre. »« Et quand cela ?» demanda le garde avec le même air railleur. « Tout de suite, s'il vous plaît. »« Et vous savez qui je suis, sans doute ?»« Moi, je l'ignore complètement, et je ne m'en inquiète guère. »« Et vous avez tort, car, si vous saviez mon nom, peut-être seriez-vous moins pressé. »« Comment vous appelez-vous ?»« Bernajoux, pour vous servir. »« Eh bien, monsieur Bernajoux, dit tranquillement d'Artagnan, je vais vous attendre sur la porte. »« Allez, monsieur, je vous suis. »« Ne vous pressez pas trop, monsieur, qu'on ne s'aperçoive pas que nous sortons ensemble. Vous comprenez que pour ce que nous allons faire, trop de monde nous gênerait. »« C'est bien, répondit le garde, étonné que son nom n'eût pas produit plus d'effet sur le jeune homme. En effet, le nom de Bernajoux était connu de tout le monde, de d'Artagnan seul excepté, peut-être, car c'était un de ceux qui figuraient le plus souvent dans les rixes journalières que tous les édits du roi et du cardinal n'avaient pu réprimer. Porthos et Aramis étaient si occupés de leur partie, et Athos les regardait avec tant d'attention, qu'ils ne virent pas même sortir leur jeune compagnon, lequel, ainsi qu'il l'avait dit au garde de son éminence, s'arrêta sur la porte. Un instant après, celui-ci descendit à son tour. Comme d'Artagnan n'avait pas de temps à perdre, vu l'audience du roi qui était fixée à midi, il jeta les yeux autour de lui, et voyant que la rue était déserte. « Ma foi, dit-il à son adversaire, il est bien heureux pour vous
quoique vous vous appeliez Bernajoux, de n'avoir affaire qu'à un apprenti mousquetaire. Cependant, soyez tranquille, je ferai de mon mieux. En garde !» « Mais, dit celui que d'Artagnan provoquait ainsi, il me semble que le lieu est assez mal choisi, et que nous serons mieux derrière l'abbaye de Saint-Germain ou dans le pré aux Clercs. »« Ce que vous dites est plein de sens, répondit d'Artagnan. Malheureusement, j'ai peu de temps à moi, ayant un rendez-vous à midi juste. En garde donc, monsieur, en garde !» Bernajoux n'était pas homme à se faire répéter 2 fois un pareil compliment. Au même instant, son épée brilla à sa main, et il fondit sur son adversaire que, grâce à sa grande jeunesse, il espérait intimider. Mais d'Artagnan avait fait la veille son apprentissage, et tout frais émoulu de sa victoire, tout gonflé de sa future faveur, il était résolu à ne pas reculer d'un pas. Aussi les 2 fers se trouvèrent-ils engagés jusqu'à la garde, et comme d'Artagnan tenait ferme à sa place, ce fut son adversaire qui fit un pas de retraite. Mais d'Artagnan saisit le moment où, dans ce mouvement, le fer de Bernajoux déviait de la ligne. Il dégagea, se fendit et toucha son adversaire à l'épaule. Aussitôt d'Artagnan, à son tour, fit un pas de retraite et releva son épée. Mais Bernajoux lui cria que ce n'était rien, et, se fendant aveuglément sur lui, il s'enferra de lui-même. Cependant, comme il ne tombait pas, comme il ne se déclarait pas vaincu, mais que seulement il rompait du côté de l'hôtel de M. de la Trémouille, au service duquel il avait un parent, d'Artagnan, ignorant lui-même la gravité de la dernière blessure que son adversaire avait reçue, le pressait vivement, et sans doute allait l'achever d'un 3e coup, lorsque la rumeur qui s'élevait de la rue s'étant étendue jusqu'au jeu de paume, 2 des amis du garde, qui l'avaient entendu échanger quelques paroles avec d'Artagnan et qui l'avaient vu sortir à la suite de ces paroles, se précipitèrent, l'épée à la main, hors du tripot, et tombèrent sur le vainqueur. Mais aussitôt, Athos, Porthos et Aramis parurent à leur tour, et au moment où les 2 gardes attaquaient leurs jeunes camarades, les forcèrent à se retourner. En ce moment, Bernajoux tomba, et comme les gardes étaient seulement 2 contre 4, ils se mirent à crier « À nous, l'hôtel de la Trémouille !» À ces cris, tout ce qui était dans l'hôtel sortit, se ruant sur les 4 compagnons qui, de leur côté, se mirent à crier « À nous, mousquetaires !» Ce cri était ordinairement entendu, car on savait les mousquetaires ennemis de son éminence, et on les aimait pour la haine qu'ils portaient au cardinal. Aussi, les gardes des autres compagnies que celles appartenant au duc rouge, comme l'avait appelé Aramis, prenaient-ils en général parti dans ces sortes de querelles pour les mousquetaires du roi. 2, 3 gardes de la compagnie de M. des Essarts, qui passaient, 2 vinrent donc en aide aux 4 compagnons, tandis que l'autre courait à l'hôtel de M. de Tréville, criant « À nous, mousquetaires, à nous !» Comme d'habitude, l'hôtel de M. de Tréville était plein de soldats de cette arme, qui accoururent au secours de leurs camarades. La mêlée devint générale, mais la force était aux mousquetaires. Les gardes du cardinal et les gens de M. de la Trémouille se retirèrent dans l'hôtel, dont ils fermèrent les portes assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent irruption en même temps qu'eux. Quant au blessé, il avait été tout d'abord transporté et, comme nous l'avons dit, en fort mauvais état. L'agitation était à son comble parmi les mousquetaires et leurs alliés, et l'on délibérait déjà si, pour punir l'insolence qu'avaient eue les domestiques de M. de la Trémouille de faire une sortie sur les mousquetaires du roi, on ne mettrait pas le feu à son hôtel. La proposition en avait été faite et accueillie avec enthousiasme, lorsque, heureusement, 11 heures sonnèrent. D'Artagnan et ses compagnons se souvinrent de leur audience, et comme ils eussent regretté que l'on fît un si beau coup sans eux, ils parvinrent à calmer les têtes. On se contenta donc de jeter quelques pavés dans les portes, mais les portes résistèrent. Alors, on se lassa. D'ailleurs, ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminaient vers l'hôtel de M. de Tréville, qui les attendait, déjà au courant de cette algarade. « Vite, au Louvre, dit-il, au Louvre sans perdre un instant, et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal. Nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier, et les 2 passeront ensemble. »
M. de Tréville, accompagné des 4 jeunes gens, s'achemina donc vers le Louvre. Mais, au grand étonnement du capitaine des mousquetaires, on lui annonça que le roi était allé cour le Cerf, dans la forêt de Saint-Germain. M. de Tréville se fit répéter 2 fois cette nouvelle, et à chaque fois, ses compagnons virent son visage se rembrunir. « Est-ce que Sa Majesté, demanda-t-il, avait dès hier le projet de faire cette chasse ?»« Non, Votre Excellence, répondit le valet de chambre. C'est le grand veneur qui est venu lui annoncer ce matin qu'on avait détourné cette nuit un cerf à son intention. Il a d'abord répondu qu'il n'irait pas, puis il n'a pas su résister au plaisir que lui promettait cette chasse, et après le dîner, il est parti. « Et le roi a-t-il vu le cardinal ?» demanda M. de Tréville. « Selon toute probabilité, répondit le valet de chambre, car j'ai vu ce matin les chevaux au carrosse de son éminence. J'ai demandé où elle allait, et l'on m'a répondu à Saint-Germain. »« Nous sommes prévenus, dit M. de Tréville. Messieurs, je verrai le roi ce soir, mais quant à vous, je ne vous conseille pas de vous y hasarder. » L'avis était trop raisonnable et surtout venait d'un homme qui connaissait trop bien le roi pour que les 4 jeunes gens essayassent de le combattre. M. de Tréville les invita donc à rentrer chacun chez eux et à attendre de ses nouvelles. En entrant à son hôtel, M. de Tréville songea qu'il fallait prendre date en portant plainte le premier. Il envoya un de ses domestiques chez M. de la Trémouille avec une lettre dans laquelle il le priait de mettre hors de chez lui le garde de M. le cardinal et de réprimander ces gens de l'audace qu'ils avaient eue de faire leur sortie contre les mousquetaires. Mais M. de la Trémouille, déjà prévenu par son écuyer dont, comme on le sait, Bernajoux était le parent, lui fit répondre que ce n'était ni à M. de Tréville ni à ses mousquetaires de se plaindre, mais bien au contraire à lui, dont les mousquetaires avaient chargé les gens et voulu brûler l'hôtel. Or, comme le débat entre ces 2 seigneurs eût pu durer longtemps, chacun devant naturellement s'entêter dans son opinion, M. de Tréville avisa un expédient qui avait pour but de tout terminer. C'était d'aller trouver lui-même M. de la Trémouille. Il se rendit donc aussitôt à son hôtel et se fit annoncer. Les 2 seigneurs se saluèrent poliment, car, s'il n'y avait pas amitié entre eux, il y avait du moins estime. Tous 2 étaient gens de cœur et d'honneur, et comme M. de la Trémouille, protestant et voyant rarement le roi, n'était d'aucun parti, il n'apportait en général dans ses relations sociales aucune prévention. Cette fois, néanmoins, son accueil, quoique poli, fut plus froid que d'habitude. « Monsieur, dit M. de Tréville, nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre, et je suis venu moi-même pour que nous tirions de compagnie cette affaire au clair. »« Volontiers, répondit M. de la Trémouille, mais je vous préviens que je suis bien renseigné, et tout le tort est à vos mousquetaires. »« Vous êtes un homme trop juste et trop raisonnable, monsieur, dit M. de Tréville, pour ne pas accepter la proposition que je vais faire. »« Faites, monsieur, j'écoute. »« Comment se trouve M. Bernajoux, le parent de votre écuyer ? » ?»« Mais, monsieur, fort mal. Outre le coup d'épée qu'il a reçu dans le bras, et qui n'est pas autrement dangereux, il en a encore ramassé un autre qui lui a traversé le poumon, de sorte que le médecin en dit de pauvres choses. »« Mais le blessé a-t-il conservé sa connaissance ? » ?»« Parfaitement. »« Parle-t-il ? » ?»« Avec difficulté, mais il parle. »« Eh bien, monsieur, rendons-nous près de lui, adjurons-le, au nom du Dieu devant lequel il va être appelé peut-être, de dire la vérité. Je le prends pour juge dans sa propre cause, monsieur, et ce qu'il dira, je le croirai. » M. de la Trémouille réfléchit un instant, puis, comme il était difficile de faire une proposition plus raisonnable, il accepta. Tous 2 descendirent dans la chambre où était le blessé. Celui-ci, en voyant entrer ces 2 nobles seigneurs qui venaient lui faire visite, essaya de se relever sur son lit, mais il était trop faible, et, épuisé par l'effort qu'il avait fait, il retomba presque sans connaissance. M. de la Trémouille s'approcha de lui et lui fit respirer des sels qui le rappelèrent à la vie. Alors M. de Tréville, ne voulant pas qu'on pût l'accuser d'avoir influencé le malade, invita M. de la Trémouille à l'interroger lui-même.
Ce qu'avait prévu M. de Tréville arriva. Placé entre la vie et la mort comme l'était Bernajoux, il n'eut pas même l'idée de taire un instant la vérité, et il raconta aux deux seigneurs les choses exactement telles qu'elles s'étaient passées. C'était tout ce que voulait M. de Tréville. Il souhaita à Bernajoux une prompte convalescence, prit congé de M. de la Trémouille, rentra à son hôtel et fit aussitôt prévenir les 4 amis qu'il les attendait à dîner. M. de Tréville recevait fort bonne compagnie, toute anti-cardinaliste d'ailleurs. On comprend donc que la conversation roula pendant tout le dîner sur les 2 échecs que venaient d'éprouver les gardes de son éminence. Or, comme d'Artagnan avait été le héros de ces 2 journées, ce fut sur lui que tombèrent toutes les félicitations qu'Athos, Porthos et Aramis lui abandonnèrent non seulement en bons camarades, mais en hommes qui avaient eu assez souvent leur tour pour qu'ils lui laissassent le sien. Vers 6 heures, M. de Tréville annonça qu'il était tenu d'aller au Louvre. Mais comme l'heure de l'audience accordée par Sa Majesté était passée, au lieu de réclamer l'entrée par le petit escalier, il se plaça avec les 4 jeunes gens dans l'antichambre. Le roi n'était pas encore revenu de la chasse. Nos jeunes gens attendaient depuis une demi-heure à peine, mêlés à la foule des courtisans, lorsque toutes les portes s'ouvrirent et qu'on annonça Sa Majesté. À cette annonce, d'Artagnan se sentit frémir jusqu'à la moelle des os. L'instant qui allait suivre devait, selon toute probabilité, décider du reste de sa vie. Aussi ses yeux se fixèrent-ils avec angoisse sur la porte par laquelle devait entrer le roi. Louis XIII parut, marchant le premier. Il était en costume de chasse, encore tout poudreux, ayant de grandes bottes et tenant un fouet à la main. Au premier coup d'œil, d'Artagnan jugea que l'esprit du roi était à l'orage. Cette disposition, toute visible qu'elle était chez Sa Majesté, n'empêcha pas les courtisans de se ranger sur son passage. Dans les antichambres royales, mieux vaut encore être vu d'un œil irrité que de n'être pas vu du tout. Les 3 mousquetaires n'hésitèrent donc pas et firent un pas en avant, tandis que d'Artagnan, au contraire, restait caché derrière eux. Mais quoique le roi connût personnellement Athos, Porthos et Aramis, il passa devant eux sans les regarder, sans leur parler et comme s'il ne les avait jamais vus. Quant à M. de Tréville, lorsque les yeux du roi s'arrêtèrent un instant sur lui, il soutint ce regard avec tant de fermeté que ce fut le roi qui détourna la vue. Après quoi, tout en grommelant, Sa Majesté rentra dans son appartement. « Les affaires vont mal, dit Athos en souriant, et nous ne serons pas encore faits chevaliers de l'ordre cette fois-ci. »« Attendez ici 10 minutes, dit M. de Tréville. Et si au bout de 10 minutes vous ne me voyez pas sortir, retournez à mon hôtel, car il sera inutile que vous m'attendiez plus longtemps. » Les 4 jeunes gens attendirent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et voyant que M. de Tréville ne reparaissait point, ils sortirent fort inquiets de ce qui allait arriver. M. de Tréville était entré hardiment dans le cabinet du roi et avait trouvé Sa Majesté de très méchante humeur, assise sur un fauteuil et battant ses bottes du manche de son fouet, ce qui ne l'avait pas empêché de lui demander avec le plus grand flegme des nouvelles de sa santé. « Mauvaise, monsieur, mauvaise, répondit le roi. Je m'ennuie. C'était en effet la pire maladie de Louis XIII, qui souvent prenait un de ses courtisans, l'attirait à une fenêtre et lui disait « Monsieur, un tel, ennuyons-nous ensemble. » « Comment, votre Majesté s'ennuie, dit M. de Tréville. N'a-t-elle donc pas pris aujourd'hui le plaisir de la chasse ? Beau plaisir, monsieur. Tout dégénère, sur mon âme. Et je ne sais si c'est le gibier qui n'a plus de voix ou les chiens qui n'ont plus de nez. Nous lançons un cerf 10 cors, nous le courons 6 heures, et quand il est prêt à tenir, quand Saint-Simon met déjà le cor à sa bouche pour sonner l'hallali, crac ! Toute la meute prend le change et s'emporte sur un daguet. Vous verrez que je serai obligé de renoncer à la chasse à courre, comme j'ai renoncé à la chasse au vol. Ah, je suis un roi bien malheureux, monsieur de Tréville. Je n'avais plus qu'un Gerfaut, et il est mort avant-hier. En effet, sire,
je comprends votre désespoir, et le malheur est grand. Mais il vous reste encore, ce me semble, bon nombre de faucons, d'éperviers et de tiercelets. Et pas un homme pour les instruire, les fauconniers s'en vont. Il n'y a plus que moi qui connaisse l'art de la vénerie. Après moi, tout sera dit, et l'on chassera avec des traquenards, des pièges, des trappes. Si j'avais le temps encore de former des élèves. Mais oui, monsieur le cardinal est là, qui ne me laisse pas un instant de repos, qui me parle de l'Espagne, qui me parle de l'Autriche, qui me parle de l'Angleterre. Ah, à propos de monsieur le cardinal, monsieur de Tréville, je suis mécontent de vous. Monsieur de Tréville attendait le roi à cette chute. Il connaissait le roi de longue main. Il avait compris que toutes ces plaintes n'étaient qu'une préface, une espèce d'excitation pour s'encourager lui-même, et que c'était où il était arrivé enfin qu'il en voulait venir. « Et en quoi ai-je été assez malheureux pour déplaire à votre majesté ?» demanda M. de Tréville en feignant le plus profond étonnement. « Est-ce ainsi que vous faites votre charge, monsieur ?» continua le roi, sans répondre directement à la question de M. de Tréville. « Est-ce pour cela que je vous ai nommé capitaine de mes mousquetaires, que ceux-ci assassinent un homme, émeuvent tout un quartier et veulent brûler Paris sans que vous en disiez un mot ? Mais au reste, continua le roi, sans doute que je me hâte de vous accuser, sans doute que les perturbateurs sont en prison et que vous venez m'annoncer que justice est faite. Sire, répondit tranquillement M. de Tréville, je viens vous la demander, au contraire. Et contre qui? S'écria le roi. Contre les calomniateurs, dit M. de Tréville. Ah, voilà qui est nouveau, reprit le roi. N'allez-vous pas dire que vos 3 mousquetaires damnés, Athos, Porthos et Aramis, et votre cadet de Béarn, ne se sont pas jetés comme des furieux sur le pauvre Bernajoux, et ne l'ont pas maltraité de telle façon qu'il est probable qu'il est en train de trépasser à cette heure? N'allez-vous pas dire qu'ensuite, ils n'ont pas fait le siège de l'hôtel du duc de la Trémouille, et qu'ils n'ont point voulu le brûler? Ce qui n'aurait peut-être pas été un très grand malheur en temps de guerre, vu que c'est un nid de huguenots, mais ce qui, en temps de paix, est un fâcheux exemple. Dites, n'allez-vous pas nier tout cela? Et qui vous a fait ce beau récit, sire? Demanda tranquillement M. de Tréville. Qui m'a fait ce beau récit, monsieur? Et qui voulez-vous que ce soit, si ce n'est celui qui veille quand je dors, qui travaille quand je m'amuse, qui mène tout au dedans et au dehors du royaume, en France comme en Europe? Sa Majesté veut parler de Dieu, sans doute, dit M. de Tréville, car je ne connais que Dieu qui soit si fort au-dessus de Sa Majesté. Non, monsieur, je veux parler du soutien de l'État, de mon seul serviteur, de mon seul ami, de monsieur le cardinal. Son éminence n'est pas sa sainteté, sire. Qu'entendez-vous par là, monsieur? Qu'il n'y a que le pape qui soit infaillible, et que cette infaillibilité ne s'étend pas aux cardinaux. Vous voulez dire qu'il me trompe? Vous voulez dire qu'il me trahit? Vous l'accusez alors? Voyons, dites, avouez franchement que vous l'accusez. Non, sire, mais je dis qu'il se trompe lui-même. Je dis qu'il a été mal renseigné. Je dis qu'il a eu hâte d'accuser les mousquetaires de votre majesté, pour lesquels il est injuste, et qu'il n'a pas été puiser ses renseignements aux bonnes sources. L'accusation vient de M. de la Trémouille, du duc lui-même. Que répondrez-vous à cela? Je pourrais répondre, sire, qu'il est trop intéressé dans la question pour être un témoin bien impartial. Mais loin de là, sire, je connais le duc pour un loyal gentilhomme, et je m'en rapporterai à lui, mais à une condition, sire. Laquelle? C'est que votre majesté le fera venir, l'interrogera, mais elle-même, en tête-à-tête, sans témoin, et que je reverrai votre majesté aussitôt qu'elle aura reçu le duc. Oui, da, fit le roi, et vous vous en rapporterez à ce que dira M. de la Trémouille? Oui, sire. Vous accepterez son jugement? Sans doute. Et vous vous soumettrez aux réparations qu'il exigera? Parfaitement. La Cheneille, fit le roi. La Cheneille. Le valet de chambre de confiance de Louis XIII, qui se tenait toujours à la porte, entra.
La Cheneille, dit le roi, qu'on aille à l'instant même me quérir monsieur de la Trémouille. Je veux lui parler ce soir. Votre Majesté me donne sa parole qu'elle ne verra personne entre monsieur de la Trémouille et moi. Personne, foi de gentilhomme. À demain, sire, alors. À demain, monsieur. À quelle heure, s'il plaît à votre Majesté? À l'heure que vous voudrez. Mais, en venant par trop matin, je crains de réveiller votre Majesté. Me réveiller? Est-ce que je dors? Je ne dors plus, monsieur. Je rêve, quelquefois. Voilà tout. Venez donc d'aussi bon matin que vous voudrez, à 7 heures, mais gare à vous, si vos mousquetaires sont coupables. Si mes mousquetaires sont coupables, sire, les coupables seront remis aux mains de votre Majesté, qui ordonnera d'eux selon son bon plaisir. Votre Majesté exige-t-elle quelque chose de plus? Qu'elle parle, je suis prêt à lui obéir. Non, monsieur, non, et ce n'est pas sans raison qu'on m'a appelé Louis le Juste. À demain donc, monsieur. À demain. Dieu garde jusque-là votre Majesté. Si peu que dormit le roi, M. de Tréville dormit plus mal encore. Il avait fait prévenir dès le soir même ses 3 mousquetaires et leurs compagnons de se trouver chez lui à 6h30 du matin. Il les emmena avec lui sans rien leur affirmer, sans leur rien promettre, et ne leur cachant pas que leur faveur et même la sienne tenaient à un coup de dé. Arrivé au bas du petit escalier, il les fit attendre. Si le roi était toujours irrité contre eux, ils s'éloigneraient sans être vus. Si le roi consentait à les recevoir, on n'aurait qu'à les faire appeler. En arrivant dans l'antichambre particulière du roi, M. de Tréville trouva la Cheneille, qui lui apprit qu'on n'avait pas rencontré le duc de la Trémouille la veille au soir à son hôtel, qu'il était rentré trop tard pour se présenter au Louvre, qu'il venait seulement d'arriver, et qu'il était à 7 heures chez le roi. Cette circonstance plut beaucoup à M. de Tréville, qui, de cette façon, fut certain qu'aucune suggestion étrangère ne se glisserait entre la déposition de M. de la Trémouille et lui. En effet, 10 minutes s'étaient à peine écoulées que la porte du cabinet s'ouvrit et que M. de Tréville en vit sortir le duc de la Trémouille, lequel vint à lui et lui dit « Monsieur de Tréville, Sa Majesté vient de m'envoyer quérir pour savoir comment les choses s'étaient passées hier matin à mon hôtel. Je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que la faute était à mes gens et que j'étais prêt à vous en faire mes excuses. Puisque je vous rencontre, veuillez les recevoir et me tenir toujours pour un de vos amis. » Monsieur le duc, dit M. de Tréville, j'étais si plein de confiance dans votre loyauté que je n'avais pas voulu près de Sa Majesté d'autres défenseurs que vous-même. Je vois que je ne m'étais pas abusé, et je vous remercie de ce qu'il y a encore en France un homme de qui on puisse dire, sans se tromper, ce que j'ai dit de vous. « C'est bien, dit le roi qui avait écouté tous ces compliments entre les 2 portes. Seulement, dites-lui, Tréville, puisqu'il se prétend un de vos amis, que moi aussi je voudrais être des siens, mais qu'il me néglige. Qu'il y a tantôt 3 ans que je ne l'ai vu, et que je ne le vois que quand je l'envoie chercher. Dites-lui tout cela de ma part, car ce sont de ces choses qu'un roi ne peut dire lui-même. »« Merci, sire, merci, dit le duc, mais que votre Majesté croit bien que ce ne sont pas ceux, je ne dis point cela pour M. de Tréville, que ce ne sont point ceux qu'elle voit à toute heure du jour qui lui sont les plus dévoués. »« Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit. »« Tant mieux, duc, tant mieux, dit le roi en s'avançant jusque sur la porte. « Ah, c'est vous, Tréville. Où sont vos mousquetaires? Je vous avais dit avant-hier de me les amener. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? »« Ils sont en bas, sire. Et avec votre congé, la Cheneille va leur dire de monter. »« Oui, qu'ils viennent tout de suite. Il va être 8 heures, et à 9 heures j'attends une visite. Allez, monsieur le duc, et revenez surtout. Entrez, Tréville. » Le duc salua et sortit. Au moment où il ouvrait la porte, les 3 mousquetaires et d'Artagnan, conduits par la Cheneille, apparaissaient au haut de l'escalier. « Venez, mes braves, dit le roi. Venez. J'ai à vous gronder. » Les mousquetaires s'approchèrent en s'inclinant. D'Artagnan les suivait par derrière.
Comment diable, continua le roi, à vous 4, 7 gardes de son éminence, mis hors de combat en 2 jours. C'est trop, messieurs, c'est trop. À ce compte-là, son éminence serait forcée de renouveler sa compagnie dans 3 semaines, et moi de faire appliquer les édits dans toute leur rigueur. 1 par hasard, je ne dis pas, mais 7 en 2 jours, je le répète, c'est trop, c'est beaucoup trop. Aussi, sire, votre majesté voit qu'ils viennent tout contrits et tout repentants lui faire leurs excuses. Tout contrits et tout repentants, fit le roi, je ne me fie point à leur face hypocrite. Il y a surtout là-bas une figure de Gascon. Venez ici, monsieur. D'Artagnan, qui comprit que c'était à lui que le compliment s'adressait, s'approcha en prenant son air le plus désespéré. « Eh bien, que me disiez-vous donc, que c'était un jeune homme ? C'est un enfant, monsieur de Tréville, un véritable enfant. Et c'est celui-là qui a donné ce rude coup d'épée à Jussac ? Et ces 2 beaux coups d'épée à Bernajoux. Véritablement ? Sans compter, dit Athos, que s'il ne m'avait pas tiré des mains de Biscarat, je n'aurais très certainement pas l'honneur de faire en ce moment-ci ma très humble révérence à votre majesté. Mais c'est donc un véritable démon que ce Béarnais, ventre saint-gris. Monsieur de Tréville, comme eût dit le roi mon père. À ce métier-là, on doit trouer force pourpoint et briser force épée. Or, les Gascons sont toujours pauvres, n'est-ce pas ? Sire, je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé des mines d'or dans leurs montagnes, quoique le Seigneur dût bien ce miracle en récompense de la manière dont ils ont soutenu les prétentions du roi votre père. Ce qui veut dire que ce sont les Gascons qui m'ont fait roi moi-même, n'est-ce pas, Tréville, puisque je suis le fils de mon père ? Eh bien, à la bonne heure, je ne dis pas non. La Cheneille, allez voir si, en fouillant dans toutes mes poches, vous trouverez 40 pistoles. Et si vous les trouvez, apportez-les-moi. Et maintenant, voyons, jeune homme, la main sur la conscience. Comment cela s'est-il passé ? D'Artagnan raconta l'aventure de la veille dans tous ses détails. Comment, n'ayant pas pu dormir de la joie qu'il éprouvait à voir sa majesté, il était arrivé chez ses amis 3 heures avant l'heure de l'audience. Comment ils étaient allés ensemble au tripot, et comment, sur la crainte qu'il avait manifestée de recevoir une balle au visage, il avait été raillé par Bernajoux, lequel avait failli payer cette raillerie de la perte de la vie, et M. de la Trémouille, qui n'y était pour rien, de la perte de son hôtel. « C'est bien cela, » murmurait le roi. « Oui, c'est ainsi que le duc m'a raconté la chose. » Pauvre cardinal ! 7 hommes en 2 jours, et de ses plus chers. Mais c'est assez comme cela, messieurs, entendez-vous ? C'est assez. Vous avez pris votre revanche de la rue Férou, et au-delà, vous devez être satisfait. Si votre majesté l'est, dit Tréville, nous le sommes. Oui, je le suis, ajouta le roi en prenant une poignée d'or de la main de la Cheneille et la mettant dans celle de d'Artagnan. Voici, dit-il, une preuve de ma satisfaction. À cette époque, les idées de fierté qui sont de mise de nos jours n'étaient point encore de mode. Un gentilhomme recevait de la main à la main de l'argent du roi, et n'en était pas le moins du monde humilié. D'Artagnan mit donc les 40 pistoles dans sa poche, sans faire aucune façon, et en remerciant tout au contraire grandement sa majesté. « Là, dit le roi en regardant sa pendule, là, et maintenant qu'il est 8h30, retirez-vous, car, je vous l'ai dit, j'attends quelqu'un à 9h. Merci de votre dévouement, messieurs. J'y puis compter, n'est-ce pas ? » « Oh, sire !» s'écrièrent d'une même voix les 4 compagnons, « nous nous ferions couper en morceaux pour votre majesté. » « Bien, bien, mais restez entiers, cela vaut mieux, et vous me serez plus utile. »« Tréville, » ajouta le roi à demi-voix, pendant que les autres se retiraient, « comme vous n'avez pas de place dans les mousquetaires, et que d'ailleurs, pour entrer dans ce corps, nous avons décidé qu'il fallait faire un noviciat, placez ce jeune homme dans la compagnie des gardes de M. des Essarts, votre beau-frère. Ah, pardieu, Tréville, je me réjouis de la grimace que va faire le cardinal. Il sera furieux, mais cela m'est égal. Je suis dans mon droit. » Et le roi salua de la main Tréville,
qui sortit et s'en vint rejoindre ses mousquetaires, qu'il trouva partageant avec d'Artagnan les 40 pistoles. Et le cardinal, comme l'avait dit sa majesté, fut effectivement furieux, si furieux que pendant 8 jours, il abandonna le jeu du roi, ce qui n'empêchait pas le roi de lui faire la plus charmante mine du monde, et toutes les fois qu'il le rencontrait, de lui demander de sa voix la plus caressante. « Eh bien, monsieur le cardinal, comment vont ce pauvre Bernajoux et ce pauvre Jussac, qui sont à vous ?» Chapitre 7. L'intérieur des mousquetaires. Lorsque d'Artagnan fut hors du Louvre, et qu'il consulta ses amis sur l'emploi qu'il devait faire de sa part des 40 pistoles, Athos lui conseilla de commander un bon repas à la pomme de pin, Porthos de prendre un laquais, et Aramis de se faire une maîtresse convenable. Le repas fut exécuté le jour même, et le laquais y servit à table. Le repas avait été commandé par Athos, et le laquais fourni par Porthos. C'était un Picard que le glorieux mousquetaire avait embauché le jour même et à cette occasion sur le pont de la Tournelle, pendant qu'il faisait des ronds en crachant dans l'eau. Porthos avait prétendu que cette occupation était la preuve d'une organisation réfléchie et contemplative, et qu'il l'avait emmené sans autre recommandation. La grande mine de ce gentilhomme, pour le compte duquel il se crut engagé, avait séduit Planchet. C'était le nom du Picard. Il y eut chez lui un léger désappointement lorsqu'il vit que la place était déjà prise par un confrère nommé Mousqueton, et lorsque Porthos lui eut signifié que son état de maison, quoique grand, ne comportait pas d'œufs domestiques, et qu'il lui fallait entrer au service de d'Artagnan. Cependant, lorsqu'il assista au dîner que donnait son maître, et qu'il vit celui-ci tirer en payant une poignée d'or de sa poche, il crut sa fortune faite, et remercia le ciel d'être tombé en la possession d'un pareil Crésus. Il persévéra dans cette opinion jusqu'après le festin, des reliefs duquel il répara de longues abstinences. Mais en faisant, le soir, le lit de son maître, les chimères de Planchet s'évanouirent. Le lit était le seul de l'appartement, qui se composait d'une antichambre et d'une chambre à coucher. Planchet coucha dans l'antichambre sur une couverture tirée du lit de d'Artagnan, et dont d'Artagnan se passa depuis. Athos, de son côté, avait un valet qu'il avait dressé à son service d'une façon toute particulière, et que l'on appelait Grimaud. Il était fort silencieux, ce digne seigneur. Nous parlons d'Athos, bien entendu. Depuis 5 ou 6 ans qu'il vivait dans la plus profonde intimité avec ses compagnons Porthos et Aramis, ceux-ci se rappelaient l'avoir vu sourire souvent, mais jamais ils ne l'avaient entendu rire. Ses paroles étaient brèves et expressives, disant toujours ce qu'elles voulaient dire, rien de plus. Pas d'enjolivement, pas de broderie, pas d'arabesque. Sa conversation était un fait sans aucun épisode. Quoique Athos eût à peine 30 ans et fût d'une grande beauté de corps et d'esprit, personne ne lui connaissait de maîtresse. Jamais il ne parlait de femme. Seulement, il n'empêchait pas qu'on en parlât devant lui, quoiqu'il fût facile de voir que ce genre de conversation, auquel il ne se mêlait que par des mots amers et des aperçus misanthropiques, lui était parfaitement désagréable. Sa réserve, sa sauvagerie et son mutisme en faisaient presque un vieillard. Il avait donc, pour ne point déroger à ses habitudes, habitué Grimaud à lui obéir sur un simple geste ou sur un simple mouvement des lèvres. Il ne lui parlait que dans des circonstances suprêmes. Quelquefois Grimaud, qui craignait son maître comme le feu, tout en ayant pour sa personne un grand attachement et pour son génie une grande vénération, croyait avoir parfaitement compris ce qu'il désirait, s'élançait pour exécuter l'ordre reçu et faisait précisément le contraire. Alors Athos haussait les épaules et, sans se mettre en colère, rossait Grimaud. Ces jours-là, il parlait un peu. Porthos, comme on a pu le voir, avait un caractère tout opposé à celui d'Athos. Non seulement il parlait beaucoup, mais il parlait haut. Peu lui importait au reste. Il faut lui rendre cette justice, qu'on l'écoutât ou non. Il parlait pour le plaisir de parler et pour le plaisir de s'entendre. Il parlait de toutes choses excepté de science, excipant à cet endroit de la haine invétérée.
que depuis son enfance il portait, disait-il, aux savants. Il avait moins grand air qu'Athos, et le sentiment de son infériorité à ce sujet l'avait, dans le commencement de leur liaison, rendu souvent injuste pour ce gentilhomme, qu'il s'était alors efforcé de dépasser par ses splendides toilettes. Mais, avec sa simple casaque de mousquetaire, et rien que par la façon dont il rejetait la tête en arrière et avançait le pied, Athos prenait à l'instant même la place qui lui était due et reléguait le fastueux Porthos au second rang. Porthos s'en consolait en remplissant l'antichambre de M. de Tréville et les corps de garde du Louvre du bruit de ses bonnes fortunes, dont Athos ne parlait jamais, et pour le moment, après avoir passé de la noblesse de robe à la noblesse d'épée, de la robine à la baronne, il n'était question de rien de moins pour Porthos que d'une princesse étrangère qui lui voulait un bien énorme. Un vieux proverbe dit « Tel maître, tel valet ». Passons donc du valet d'Athos au valet de Porthos, de Grimaud à Mousqueton. Mousqueton était un Normand dont son maître avait changé le nom pacifique de Boniface en celui infiniment plus sonore et plus belliqueux de Mousqueton. Il était entré au service de Porthos à la condition qu'il serait habillé et logé seulement, mais d'une façon magnifique. Il ne réclamait que 2 heures par jour pour les consacrer à une industrie qui devait suffire à pourvoir à ses autres besoins. Porthos avait accepté le marché. La chose lui allait à merveille. Il faisait tailler à Mousqueton des pourpoints dans ses vieux habits et dans ses manteaux de rechange, et, grâce à un tailleur fort intelligent, qui lui remettait ses hardes à neuf en les retournant, et dont la femme était soupçonnée de vouloir descendre Porthos de ses habitudes aristocratiques, Mousqueton faisait à la suite de son maître fort bonne figure. Quant à Aramis, dont nous croyons avoir suffisamment exposé le caractère du reste que, comme celui de ses compagnons, nous pourrons suivre dans son développement, son laquais s'appelait Bazin. Grâce à l'espérance qu'avait son maître d'entrer un jour dans les ordres, il était toujours vêtu de noir, comme doit l'être le serviteur d'un homme d'église. C'était un berrichon de 35 à 40 ans, doux, paisible, grassouillet, occupant à lire de pieux ouvrages les loisirs que lui laissait son maître, faisant à la rigueur pour 2 ou 1 dîner de peu de plats, mais excellent. Au reste, muet, aveugle, sourd et d'une fidélité à toute épreuve. Maintenant que nous connaissons superficiellement du moins les maîtres et les valets, passons aux demeures occupées par chacun d'eux. Athos habitait rue Férou, à 2 pas du Luxembourg. Son appartement se composait de 2 petites chambres fort proprement meublées dans une maison garnie dont l'hôtesse encore jeune et véritablement encore belle lui faisait inutilement les 12 yeux. Quelques fragments d'une grande splendeur passée éclataient çà et là aux murailles de ce modeste logement. C'était une épée, par exemple, richement damasquinée, qui remontait pour la façon à l'époque de François Ier, et dont la poignée seule, incrustée de pierres précieuses, pouvait valoir 200 pistoles, et que cependant, dans ces moments de plus grande détresse, Athos n'avait jamais consenti à engager ni vendre. Cette épée avait longtemps fait l'ambition de Porthos. Porthos aurait donné 10 années de sa vie pour posséder cette épée. Un jour qu'il avait rendez-vous avec une duchesse, il essaya même de l'emprunter à Athos. Athos, sans rien dire, vida ses poches, ramassa tous ses bijoux, bourses, aiguillettes et chaînes d'or. Il offrit tout à Porthos. Mais, quant à l'épée, lui dit-il, elle était scellée à sa place et ne devait la quitter que lorsque son maître quitterait lui-même son logement. Outre son épée, il y avait encore un portrait représentant un seigneur du temps de Henri III, vêtu avec la plus grande élégance et qui portait l'ordre du Saint-Esprit, et ce portrait avait avec Athos certaines ressemblances de lignes, certaines similitudes de famille, qui indiquaient que ce grand seigneur, chevalier des ordres du roi, était son ancêtre. Enfin, un coffre de magnifique orfèvrerie, aux mêmes armes que l'épée et le portrait, faisait un milieu de cheminée qui jurait effroyablement avec le reste de la garniture. Athos portait toujours la clef de ce coffre sur lui, mais un jour il l'avait ouvert devant Porthos,
et Porthos avait pu s'assurer que ce coffre ne contenait que des lettres et des papiers. Des lettres d'amour et des papiers de famille, sans doute. Porthos habitait un appartement très vaste et d'une très somptueuse apparence, rue du Vieux Colombier. Chaque fois qu'il passait avec quelque ami devant ses fenêtres, à l'une desquelles Mousqueton se tenait toujours en grande livrée, Porthos levait la tête et la main et disait « Voilà ma demeure !» Mais jamais on ne le trouvait chez lui. Jamais il n'invitait personne à y monter, et nul ne pouvait se faire une idée de ce que cette somptueuse apparence renfermait de richesses réelles. Quant à Aramis, il habitait un petit logement composé d'un boudoir, d'une salle à manger et d'une chambre à coucher, laquelle chambre, située comme le reste de l'appartement au rez-de-chaussée, donnait sur un petit jardin frais, vert, ombreux et impénétrable aux yeux du voisinage. Quant à d'Artagnan, nous savons comment il était logé, et nous avons déjà fait connaissance avec son laquais, maître Planchet. D'Artagnan, qui était fort curieux de sa nature, comme sont les gens, du reste, qui ont le génie de l'intrigue, fit tous ses efforts pour savoir ce qu'étaient au juste Athos, Porthos et Aramis. Car, sous ces noms de guerre, chacun des jeunes gens cachait son nom de gentilhomme. Athos surtout, qui sentait son grand seigneur d'une lieue. Il s'adressa donc à Porthos pour avoir des renseignements sur Athos et Aramis, et à Aramis pour connaître Porthos. Malheureusement, Porthos lui-même ne savait de la vie de son silencieux camarade que ce qui en avait transpiré. On disait qu'il avait eu de grands malheurs dans ses affaires amoureuses, et qu'une affreuse trahison avait empoisonné à jamais la vie de ce galant homme. Quelle était cette trahison ? Tout le monde l'ignorait. Quant à Porthos, excepté son véritable nom, que M. de Tréville savait seul, ainsi que celui de ses deux camarades, sa vie était facile à connaître. Vaniteux et indiscret, on voyait à travers lui comme à travers un cristal. La seule chose qui eût pu égarer l'investigateur eût été que l'on eût cru tout le bien qu'il disait de lui. Quant à Aramis, tout en ayant l'air de n'avoir aucun secret, c'était un garçon tout confit de mystère, répondant peu aux questions qu'on lui faisait sur les autres et éludant celles que l'on faisait sur lui-même. Un jour, d'Artagnan, après l'avoir longtemps interrogé sur Porthos et en avoir appris ce bruit qui courait de la bonne fortune du mousquetaire avec une princesse, voulut savoir aussi à quoi s'en tenir sur les aventures amoureuses de son interlocuteur. « Et vous, mon cher compagnon, lui dit-il, vous qui parlez des baronnes, des comtesses et des princesses des autres. »« Pardon, interrompit Aramis, j'ai parlé parce que Porthos en parle lui-même, parce qu'il a crié toutes ces belles choses devant moi. Mais croyez bien, mon cher monsieur d'Artagnan, que si je les tenais d'une autre source, ou qu'il me les eût confiées, il n'y aurait pas eu de confesseur plus discret que moi. »« Je n'en doute pas, reprit d'Artagnan, mais enfin, il me semble que vous-même, vous êtes assez familier avec les armoiries, témoin certains mouchoirs brodés, auxquels je dois l'honneur de votre connaissance. » Aramis, cette fois, ne se fâcha pas, mais il prit son air le plus modeste et répondit affectueusement. « Mon cher, n'oubliez pas que je veux être église et que je fuis toutes les occasions mondaines. Ce mouchoir, que vous avez vu, ne m'avait point été confié, mais il avait été oublié chez moi par un de mes amis. J'ai dû le recueillir pour ne pas les compromettre, lui et la dame qu'il aime. Quant à moi, je n'ai point et ne veux point avoir de maîtresse, suivant en cela l'exemple très judicieux d'Athos, qui n'en a pas plus que moi. Mais, que diable, vous n'êtes pas abbé, puisque vous êtes mousquetaire. »« Mousquetaire par intérim, mon cher. Comme dit le cardinal, mousquetaire contre mon gré. Mais homme et église dans le cœur, croyez-moi. Athos et Porthos m'ont fourré là-dedans pour m'occuper. J'ai eu, au moment d'être ordonné, une petite difficulté avec... Mais cela ne vous intéresse guère, et je vous prends un temps précieux. »« Point du tout, cela m'intéresse fort, s'écria d'Artagnan, et je n'ai pour le moment absolument rien à faire. »« Oui, mais moi, j'ai mon bréviaire à dire, répondit Aramis.
puis quelques vers à composer que m'a demandé madame d'Aiguillon. Ensuite, je dois passer rue Saint-Honoré afin d'acheter du rouge pour madame de Chevreuse. Vous voyez, mon cher ami, que si rien ne vous presse, je suis très pressé, moi. » Et Aramis tendit affectueusement la main à son compagnon et prit congé de lui. D'Artagnan ne put, quelque peine qu'il se donnât, en savoir davantage sur ses trois nouveaux amis. Il prit donc son parti de croire dans le présent tout ce qu'on disait de leur passé, espérant des révélations plus sûres et plus étendues de l'avenir. En attendant, il considéra Athos comme un Achille, Porthos comme un Ajax et Aramis comme un Joseph. Au reste, la vie des 4 jeunes gens était joyeuse. Athos jouait, et toujours malheureusement. Cependant, il n'empruntait jamais un sou à ses amis, quoique sa bourse fût sans cesse à leur service, et lorsqu'il avait joué sur parole, il faisait toujours réveiller son créancier à 6 heures du matin pour lui payer sa dette de la veille. Porthos avait des fougues. Ces jours-là, s'il gagnait, on le voyait insolent et splendide. S'il perdait, il disparaissait complètement pendant quelques jours, après lesquels il reparaissait le visage blême et la mine allongée, mais avec de l'argent dans ses poches. Quant à Aramis, il ne jouait jamais. C'était bien le plus mauvais mousquetaire et le plus méchant convive qui se pût voir. Il avait toujours besoin de travailler. Quelquefois, au milieu d'un dîner, quand chacun, dans l'entraînement du vin et dans la chaleur de la conversation, croyait que l'on en avait encore pour 2 ou 3 heures à rester à table, Aramis regardait sa montre, se levait avec un gracieux sourire et prenait congé de la société pour aller, disait-il, consulter un casuiste avec lequel il avait rendez-vous. D'autres fois, il retournait à son logis pour écrire une thèse et priait ses amis de ne pas le distraire. Cependant, Athos souriait de ce charmant sourire mélancolique, si bien séant à sa noble figure, et Porthos buvait en jurant qu'Aramis ne serait jamais qu'un curé de village. Planchet, le valet de d'Artagnan, supporta noblement la bonne fortune. Il recevait 30 sous par jour, et pendant 1 mois, il revenait au logis, gai comme Pinson et affable envers son maître. Quand le vent de l'adversité commença à souffler sur le ménage de la rue des Fossoyeurs, c'est-à-dire quand les 40 pistoles du roi Louis XIII furent mangées, ou à peu près, il commença des plaintes qu'Athos trouva nauséabondes, Porthos indécentes et Aramis ridicules. Athos conseilla donc à d'Artagnan de congédier le drôle. Porthos voulait qu'on le bâtonnât auparavant, et Aramis prétendit qu'un maître ne devait entendre que les compliments qu'on fait de lui. « Cela vous est bien aisé à dire, » reprit d'Artagnan. « À vous, Athos, qui vivez muet avec Grimaud, qui lui défendez de parler, et qui, par conséquent, n'avez jamais de mauvaises paroles avec lui. À vous, Porthos, qui menez un train magnifique et qui êtes un dieu pour votre valet Mousqueton. À vous, enfin, Aramis, qui, toujours distrait par vos études théologiques, inspirez un profond respect à votre serviteur Bazin, homme doux et religieux. Mais moi, qui suis sans consistance et sans ressources, moi qui ne suis pas mousquetaire, ni même garde, moi, que ferais-je pour inspirer de l'affection, de la terreur ou du respect à Planchet ? » « La chose est grave, » répondirent les 3 amis. « C'est une affaire d'intérieur. Il en est des valets comme des femmes. Il faut les mettre tout de suite sur le pied où l'on désire qu'ils restent. Réfléchissez donc. » D'Artagnan réfléchit et se résolut à rouer Planchet par provision, ce qui fut exécuté avec la conscience que d'Artagnan mettait en toute chose. Puis, après l'avoir bien rossé, il lui défendit de quitter son service sans sa permission. « Car, ajouta-t-il, l'avenir ne peut me faire faute. J'attends inévitablement des temps meilleurs. Ta fortune est donc faite si tu restes près de moi, et je suis trop bon maître pour te faire manquer ta fortune en t'accordant le congé que tu me demandes. » Cette façon d'agir donna beaucoup de respect aux mousquetaires pour la politique de d'Artagnan. Planchet fut également saisi d'admiration et ne parla plus de s'en aller. La vie des 4 jeunes gens était devenue commune. D'Artagnan, qui n'avait aucune habitude, puisqu'il arrivait de sa province et tombait au milieu d'un monde tout nouveau pour lui, prit aussitôt les habitudes de ses amis.
On se levait vers 8 heures en hiver, vers 6 heures en été, et on allait prendre le mot d'ordre et l'air des affaires chez M. de Tréville. D'Artagnan, bien qu'il ne fût pas mousquetaire, en faisait le service avec une ponctualité touchante. Il était toujours de garde, parce qu'il tenait toujours compagnie à celui de ses 3 amis qui montait la sienne. On le connaissait à l'hôtel des Mousquetaires, et chacun le tenait pour un bon camarade. M. de Tréville, qui l'avait apprécié du premier coup d'œil, et qui lui portait une véritable affection, ne cessait de le recommander au roi. De leur côté, les 3 mousquetaires aimaient fort leur jeune camarade. L'amitié qui unissait ces 4 hommes, et le besoin de se voir 3 ou 4 fois par jour, soit pour duel, soit pour affaires, soit pour plaisir, les faisait sans cesse courir l'un après l'autre comme des ombres, et l'on rencontrait toujours les inséparables se cherchant du Luxembourg à la place Saint-Sulpice ou de la rue du Vieux-Colombier au Luxembourg. En attendant, les promesses de M. de Tréville allaient leur train. Un beau jour, le roi commanda à M. le chevalier des Essarts de prendre d'Artagnan comme cadet dans sa compagnie des gardes. D'Artagnan endossa en soupirant cet habit qu'il eût voulu, au prix de 10 années de son existence, troquer contre la casaque des mousquetaires. Mais M. de Tréville promit cette faveur après un noviciat de 2 ans, noviciat qui pouvait être abrégé au reste, si l'occasion se présentait pour d'Artagnan de rendre quelque service au roi ou de faire quelque action d'éclat. D'Artagnan se retira sur cette promesse et, dès le lendemain, commença son service. Alors ce fut le tour d'Athos, de Porthos et d'Aramis de monter la garde avec d'Artagnan quand il était de garde. La compagnie de M. le chevalier des Essarts prit ainsi 4 hommes au lieu d'1, le jour où elle prit d'Artagnan.